-50 degrés. Ce n'est pas un chiffre, c'est un mur. L'air à cette température ne se respire pas. Il se ravale avec effort, parce que les poumons mettent une seconde à traiter quelque chose qui ne devrait exister nulle part où il y a de la vie. Les arbres craquent, non parce que le vent les agite, mais parce que le bois se contracte sous l'effet du froid jusqu'à ce que les fibres se brisent à l'intérieur, produisant une détonation sèche qui, dans l'obscurité de 3 heures du matin dans l'intérieur de l'Alaska, ressemble exactement à un coup de feu. La rivière est gelée jusqu'au fond depuis des semaines. La neige a des semaines d'ancienneté et est si compacte et si froide qu'elle ne crisse plus sous le poids des pas. Elle cède simplement, en silence, comme si même le son avait gelé. Et dans ce silence, quelque chose se déplace. Une tache sombre avance sur la neige blanche à une vitesse qui n'a aucun sens pour un animal de cette taille à cette température. Les poumons de l'animal libèrent de la vapeur à chaque expiration, des nuages blancs qui, dans l'air immobile, restent en suspension pendant des secondes avant de se disperser. 4 longues pattes, de grandes oreilles, une tête qui tourne sur les côtés tous les quelques pas, balayant l'obscurité de la forêt avec des yeux capables de détecter un mouvement à 300 mètres dans des conditions de lumière indiscernables pour l'œil humain d'une obscurité totale. Le loup sait qu'il y a quelque chose à 200 mètres. Il le savait il y a 20 minutes, quand son odorat lui a donné un signal qui, dans cet air polaire sec et sans vent, a pu voyager plusieurs kilomètres depuis son origine. Et voilà 20 minutes qu'il se déplace dans cette direction, ajustant l'angle d'approche, restant contre le vent, ne faisant pas plus de bruit que ce qui est absolument inévitable. L'Alaska en hiver n'est pas un paysage, c'est un système d'élimination. L'Alaska, 1 700 000 km² de territoire à l'extrême nord-ouest du continent américain. L'État le plus grand des États-Unis avec un énorme avantage, presque 2,5 fois la superficie du Texas. Au nord, la toundra arctique, où les arbres cessent de pousser et le sol reste gelé jusqu'à 30 mètres de profondeur tout au long de l'année. Au centre, l'intérieur continental, où les hivers les plus froids de l'hémisphère occidental peuvent enregistrer des températures inférieures à -50 degrés pendant des semaines consécutives. Au sud, le Pacifique et la mer de Bering, avec des côtes de glaciers qui atteignent l'eau et des eaux riches d'une productivité marine sans équivalent dans aucun océan de même taille. L'Alaska a plus de 3 millions de lacs, plus de 54 000 kilomètres de côtes. La chaîne de montagnes de l'Alaska contient 16 des 20 plus hauts sommets des États-Unis. Et au sein de tout cela, dans les forêts d'épicéas et de trembles de l'intérieur, dans les plaines de toundra du nord, dans les plaines alluviales des rivières qui chaque automne se remplissent de millions de saumons remontant le courant, vit une concentration de mégafaune qui n'existe nulle part ailleurs dans l'hémisphère nord. 30 000 loups, plus de 100 000 ours bruns, représentant plus de 30% de la population mondiale de l'espèce, 700 000 caribous, 200 000 élans, des dizaines de milliers de moutons de dalle sur les crêtes des montagnes. Et dans l'océan, les orques les plus étudiés du monde, les requins du Pacifique Nord, les baleines à bosse qui arrivent dans l'été pour engloutir les bancs de harengs que le courant de l'Alaska concentre dans les baies protégées du sud. La vie en Alaska n'est pas abondante malgré le froid. Elle est abondante parce que le froid et la dynamique des extrêmes qu'il génère a produit des écosystèmes d'une productivité saisonnière sans comparaison dans le monde tempéré. Pour comprendre comment un loup peut courir à 30 km/h à -50 degrés sans mourir d'hypothermie dans le processus, il faut d'abord comprendre ce que la sélection naturelle a fait du corps d'un animal qui survit dans ces conditions depuis des dizaines de milliers d'années. Le loup gris de l'Alaska, Canis lupus, porte plusieurs adaptations au froid extrême qui, ensemble, rendent sa physiologie en hiver qualitativement différente de celle d'un loup du sud de l'Europe ou du sud-ouest américain, pas seulement quantitativement. Son pelage comporte 2 couches, la couche extérieure de longs poils légèrement huileux qui repoussent l'humidité et le vent, et la couche intérieure de poils fins et densément entrelacés, le sous-poil, qui emprisonne une couche d'air chauffée par le corps et la maintient contre la peau. L'ensemble peut fournir une isolation thermique de 5 à 7 fois celle d'un pelage d'été.
La température des extrémités, surtout des pattes, est significativement plus basse que celle du tronc. Les vaisseaux sanguins des pattes ont un système d'échange de chaleur à contre-courant où le sang venant du tronc chaud cède de la chaleur au sang revenant des pattes froides avant qu'il n'atteigne le cœur. Maintenant, la température du tronc sans gaspiller de chaleur dans les tissus des pattes en contact avec la neige. Les pattes du loup de l'Alaska peuvent n'être qu'à quelques degrés au-dessus de la température de congélation du tissu sans que l'animal perde de mobilité, parce que la biochimie des cellules de ses extrémités a adapté ses fonctions enzymatiques pour travailler à ces températures. Un loup adulte de l'intérieur de l'Alaska peut peser entre 40 et 60 kg. Son territoire peut dépasser 2000 km² et la meute qu'il occupe peut en parcourir la plus grande partie chaque semaine d'hiver, en suivant les mouvements de ses proies principales. Dans l'intérieur, ses proies sont fondamentalement l'élan et le caribou, dans une proportion qui varie selon la zone et la saison. Les caribous dans les hardes migratrices peuvent être plus vulnérables au moment de la traversée de rivières gelées, lorsque la glace irrégulière sous les sabots réduit leur vitesse et leur stabilité. L'élan en hiver, lorsque la neige profonde limite sa mobilité plus que celle du loup, devient une proie plus accessible qu'en automne ou en été. La chasse à l'élan en hiver n'est pas un sprint, c'est une épreuve d'endurance et de stratégie. Une meute de loups qui localise un élan adulte dans la neige profonde entame une poursuite qui peut durer des heures. L'élan, avec ses longues pattes, peut avancer dans une neige atteignant 1 mètre de profondeur mieux que les loups en terrain ouvert, parce que son long pas lève les pattes avec un mouvement de levier qui réduit l'énergie nécessaire pour chaque pas dans la neige profonde. Mais en forêt dense, où la neige est plus tassée et les arbres imposent des changements de direction constants, les loups ont l'avantage. Leurs pattes distribuent le poids sur une plus grande surface de contact et leur constitution plus basse leur permet de se déplacer entre les troncs avec une efficacité que l'élan ne peut égaler. L'objectif de la poursuite soutenue n'est pas de rattraper l'élan par la seule vitesse, c'est de l'épuiser. Un élan adulte en pleine possession de ses moyens, courant à vitesse maximale dans la neige profonde, consomme des réserves énergétiques qu'il ne peut pas remplacer rapidement en plein hiver, lorsque la nourriture est rare. Les loups, qui se relaient aux postes les plus exigeants de la poursuite, peuvent maintenir une pression de déplacement pendant des heures avant que l'élan ne commence à réduire sa vitesse. Quand cela se produit, quand les traces de l'élan commencent à s'espacer plus irrégulièrement, quand la vapeur de ces expirations augmente en fréquence, les loups ajustent leur position. Les premières attaques visent les quartiers arrière. Les tendons des pattes postérieures, même légèrement blessés, réduisent drastiquement la capacité de propulsion de l'élan. Un élan qui ne peut plus courir à vitesse maximale est un élan que la meute peut maintenir en mouvement indéfiniment, dépensant bien moins d'énergie que lui pour chaque kilomètre supplémentaire. La stratégie est froide dans sa logique. Ne pas tuer rapidement, mais épuiser méthodiquement jusqu'à ce que la différence d'énergie disponible entre poursuivant et poursuivi devienne irréversible. Un élan mâle adulte peut peser 700 kg. Son panache, chez les individus de plus grande taille, a une envergure de presque 2 mètres. Ses pattes arrière, un coup de côté au bon moment, peuvent tuer un loup. La chasse d'un animal de ces dimensions, par une meute de 6 à 10 loups de 50 kg chacun, n'est pas un processus qui se termine en minutes. Dans les cas documentés par télémétrie où des chercheurs ont pu enregistrer la chronologie complète d'une chasse à l'élan en hiver, la séquence du premier contact jusqu'à la mort de l'élan peut durer entre 4 et 18 heures. Ce que les loups consomment de cet élan lors de la première session d'alimentation dépasse 20 kg par individu. C'est presque la moitié du poids corporel du loup consommé en quelques heures, ce qui est physiologiquement possible parce que son estomac peut se distendre pour contenir 8 à 9 kg de nourriture, et son métabolisme traite cette quantité avec une efficacité sans équivalent parmi les carnivores de sa taille dans l'hémisphère nord. Les loups qui ont mangé ainsi n'ont pas besoin de remanger pendant plusieurs jours. Et dans un hiver de l'intérieur de l'Alaska, où la chasse réussie n'est pas garantie chaque jour, cette capacité à stocker de l'énergie sous forme de viande consommée d'un coup est la différence entre survivre et ne pas survivre la semaine suivante.
Sur les versants les plus rocheux et les plus escarpés des chaînes de montagnes de l'intérieur de l'Alaska, où la neige ne s'accumule pas parce que le vent l'emporte avant qu'elle ne puisse se consolider, l'ours brun vit dans sa version la plus montagnarde. L'ours brun de l'Alaska, Ursus arctos, n'est pas le même animal dans tous les coins de l'État. Les populations de la côte sud, notamment celles des îles Kodiak et de la zone du lac Katmai, où l'accès au saumon fournit une densité calorique de nourriture sans équivalent dans l'intérieur de l'État, produisent les ours les plus grands du monde. Un mâle adulte de Kodiak peut peser plus de 600 kg et atteindre 3 mètres de hauteur quand il se dresse sur ses pattes arrière. C'est le plus grand carnivore terrestre de la Terre en poids, à égalité avec l'ours polaire. Les ours bruns de l'intérieur de l'Alaska, qui dépendent davantage des racines, des baies, des rongeurs et de la charogne pendant la majeure partie de l'année, sont significativement plus petits, entre 150 et 300 kg pour les mâles adultes. Mais ce que leur territoire de l'intérieur leur donne en été, pendant les quelques semaines où les saumons remontent les rivières de l'intérieur, égale en intensité calorique ce que leurs parents côtiers ont disponible pendant des mois. La montaison du saumon du Pacifique est l'un des événements biologiques les plus massifs de tout écosystème terrestre ou marin de l'hémisphère nord. 5 espèces de saumon, le roi ou quina, le rouge ou sockeye, l'argenté ou koho, le rose ou pink et le chien ou chum, remontent chaque année les rivières de l'Alaska, depuis le Pacifique jusqu'à leur lieu de naissance en amont, naviguant contre le courant dans un voyage qui, pour certains individus, couvre des centaines de kilomètres de rivières avant d'atteindre exactement le tronçon où ils sont nés des années auparavant. La précision de cette navigation, qui permet à un saumon de trouver l'affluent spécifique d'une rivière dans un bassin pouvant avoir des dizaines ou des centaines d'affluents, repose sur la mémoire olfactive. Le saumon mémorise la composition chimique exacte de l'eau à l'endroit où il a éclos et utilise cette piste olfactive pour naviguer en retour après des années dans l'océan. Les rivières de l'intérieur de l'Alaska dans les semaines de plus forte densité de passage du saumon peuvent avoir une concentration de poissons si élevée que l'eau semble solide dans les tronçons les plus étroits. Cette densité est ce qui a produit le spectacle de prédation le plus photographié de l'Alaska. Les ours bruns, positionnés aux cascades et aux rapides de la rivière, capturant des saumons qui sautent hors de l'eau dans leur tentative de surmonter l'obstacle. Ce qui semble une simple opportunité de capture est en réalité une technique de chasse que les chercheurs ont classée en différentes variantes selon les compétences individuelles de chaque ours. Les individus les plus jeunes et les moins expérimentés attendent en aval des cascades pour attraper les saumons qui n'ont pas réussi à sauter, déjà épuisés par la tentative. Les adultes d'expérience moyenne se positionnent à la base des cascades et attrapent les poissons au moment du saut, avec un mouvement de coup de patte latéral ou un saut propre qui intercepte le saumon dans l'air. Les individus les plus expérimentés, généralement des femelles adultes avec des années de pratique sur la même rivière, se positionnent au-dessus de la cascade, dans l'eau qui tombe, et maintiennent simplement les mâchoires ouvertes au point où le saumon atterrit après avoir surmonté l'obstacle. Cette variation individuelle dans la technique n'est pas instinctive. Les études à long terme sur les communautés d'ours bruns autour des rivières les plus productives de l'Alaska montrent que les techniques de pêche des individus jeunes deviennent progressivement plus efficaces au fil des années et que les techniques les plus réussies se développent de manière indépendante chez différents individus de différentes populations en réponse aux mêmes conditions physiques de la rivière, pas par transmission entre individus. Un ours brun adulte dans les semaines de plus grande abondance de saumon peut consommer entre 20 et 30 kg de poissons par jour, accumulant une couche de graisse sous-cutanée qui, avant l'hibernation, peut représenter jusqu'à 40% de sa masse corporelle totale. Ces réserves de graisse sont tout ce qu'il aura disponible pendant les 5 à 7 mois qu'il passera dans la tanière en hibernation. L'hibernation de l'ours brun, bien que souvent comparée à celle d'autres animaux, est physiologiquement distincte de l'hibernation profonde des spermophiles arctiques ou des chauves-souris. La température corporelle de l'ours ne descend que de 4 à 8 degrés en dessous de la normale, et l'animal peut se réveiller en réponse à des perturbations extérieures. Les femelles qui élèvent des petits pendant l'hiver
accouchent dans la tanière sans se réveiller complètement, produisant des petits qui pèsent à peine un demi-kilogramme à la naissance et qui se nourrissent du lait de leur mère pendant les mois les plus froids, quand la mère ne peut pas sortir chercher de la nourriture et vit exclusivement de ses réserves de graisse. Il y a un animal en Alaska dont la biologie fait paraître toutes les phrases sur les prédateurs du Nord insuffisantes lorsqu'elles lui sont appliquées. Le glouton, gulo, pèse entre 11 et 18 kg. C'est le plus grand représentant terrestre de la famille des mustélidés. Et c'est l'animal qui, proportionnellement à sa taille, a été documenté chassant loups, ours bruns et pumas de leur propre prise avec une combinaison d'agressivité physique et de persévérance que les chercheurs qui l'ont étudié décrivent avec des termes normalement réservés à des animaux beaucoup plus grands. Cette réputation n'est pas une exagération populaire. C'est le résultat d'une biologie conçue pour survivre dans des conditions que la plupart des prédateurs de l'Alaska ne font que traverser, sans les habiter de manière permanente. Le glouton n'hiberne pas. Il reste actif pendant les mois les plus froids de l'hiver arctique, se déplaçant à travers la neige profonde de l'intérieur de l'Alaska avec une efficacité qui a deux bases physiques concrètes. La première est la largeur relative de ses pattes. Le glouton a les pattes les plus larges proportionnellement à la longueur de son corps de tous les mustélidés, ce qui distribue son poids sur une surface de contact avec la neige significativement plus grande que celle de tout autre carnivore de sa taille. Dans la neige profonde et molle, qui ferait s'enfoncer un renard ou un lynx, le glouton peut se déplacer presque sans s'enfoncer, maintenant une vitesse de déplacement qui, dans les conditions de neige les plus défavorables, dépasse celle d'animaux beaucoup plus grands et musculeux qui s'enfoncent à chaque pas. La seconde est son taux métabolique relatif et sa capacité à générer de la chaleur musculaire de manière continue. Un glouton en mouvement produit suffisamment de chaleur métabolique pour maintenir sa température corporelle normale dans des conditions de froid extrême, pour autant qu'il continue à se déplacer. Ce que cela implique en termes de stratégie de survie, c'est que le glouton doit manger avec une fréquence que les prédateurs plus grands, qui peuvent subsister plusieurs jours entre les chasses, n'ont pas besoin, mais aussi qu'il a accès, grâce à sa mobilité dans la neige profonde, à des ressources alimentaires que ces prédateurs plus grands ne peuvent atteindre en hiver. Un glouton peut parcourir entre 30 et 50 km en une seule journée de recherche de nourriture. Son territoire individuel peut dépasser 1000 km². Cette échelle de déplacement fait du glouton effectivement l'organisme qui couvre le plus de territoire par unité de poids corporel de tout carnivore terrestre de l'hémisphère nord. Et dans ce vaste parcours, il trouve régulièrement quelque chose que les prédateurs plus sédentaires du même écosystème ne peuvent exploiter en hiver: de la charogne sous la neige. Le glouton a l'un des odorats les plus aiguisés de l'hémisphère nord, capable de détecter des cadavres sous plus de 2 mètres de neige. Quand il les localise, il utilise ses griffes, extraordinairement puissantes pour la taille de l'animal, pour creuser jusqu'à la carcasse. Les mâchoires du glouton génèrent une force de morsure qui, en relation à sa masse corporelle, est parmi les plus élevées de tout carnivore terrestre. Il peut briser des os que le loup et l'ours brun laissent sur la carcasse parce que leurs propres mâchoires ne peuvent pas les traiter, accédant ainsi à la moelle osseuse et aux tissus qui restent adhérés à l'os. C'est le charognard qui arrive quand tous les autres ont terminé et trouve quand même suffisamment pour rester en vie. La disposition du glouton à affronter des animaux beaucoup plus grands n'est pas une témérité biologique irréfléchie. C'est le résultat du fait que dans son habitat, la charogne de chasse d'autres prédateurs peut être la différence entre survivre l'hiver et ne pas y survivre, et que les risques d'affronter un loup ou un ours brun sont moindres que ceux de ne pas manger pendant plusieurs jours consécutifs à des températures de moins 40 degrés. Le cycle le plus célèbre de prédateurs et de proies de l'Alaska est aussi celui qui illustre le mieux quelque chose que les écologues appellent la régulation dépendante de la densité, le système dans lequel la population du prédateur et celle de la proie oscillent en synchronie au fil du temps, chacune étant à la fois cause et effet des changements dans l'autre. Le lièvre d'Amérique et le lynx du Canada maintiennent ce cycle depuis des millions d'années dans la forêt boréale de l'Alaska et de l'intérieur du Canada. Le lièvre d'Amérique, ainsi nommé parce que ses pattes arrière
avec les doigts écartés et couverts de poils denses, fonctionnent comme des raquettes à neige lui permettant de se déplacer sur la neige molle sans s'enfoncer, à un taux reproductif qui, dans des années de conditions favorables, peut amener chaque femelle à produire entre 12 et 15 petits par an en plusieurs portées. Ce potentiel reproductif produit un cycle d'environ 10 ans, dans lequel la population de lièvres monte exponentiellement pendant 5 ou 6 ans, atteignant des densités qui peuvent dépasser 2000 individus par kilomètre carré dans les meilleurs habitats, puis s'effondre en 2 ou 3 ans suivants à des valeurs de moins de 10 individus par kilomètre carré. L'effondrement n'est pas causé uniquement par le lynx. Il est produit par la combinaison de la pression du lynx, qui augmente à mesure que la densité de lièvres augmente parce que la chasse est plus facile et les lynx se reproduisent mieux, avec l'épuisement de la végétation que les lièvres eux-mêmes produisent quand ils atteignent des densités très élevées. Les lièvres aux densités maximales consomment pratiquement toute la végétation accessible, y compris les branches basses des arbustes et des arbres qui, en hiver, constituent la ressource primaire. Quand cette végétation disparaît, la condition physique des lièvres se détériore, leur système immunitaire s'affaiblit et leur taux reproductif chute avant que la population ne commence à mourir de faim ou de maladie. Le lynx du Canada a coévolué avec ce cycle d'une manière qui fait que sa propre biologie reproduit et anticipe les fluctuations du lièvre. En années de haute densité de lièvres, les femelles lynx produisent des portées de 4 ou 5 petits. En années d'effondrement de la population de lièvres, les femelles produisent un ou aucun petit, ou interrompent spontanément des gestations commencées quand les conditions étaient meilleures. Dans les années les plus sévères de disette de lièvres, les lynx de l'Alaska peuvent parcourir des centaines de kilomètres à la recherche de zones avec des densités résiduelles de lièvres, émigrant vers le sud, dans des mouvements que les systèmes de suivi satellitaires ont documentés comme des traversées de plus de 1000 kilomètres en moins d'un mois. Le lynx chasse les lièvres avec une technique qui combine l'approche en tapinois avec l'embuscade au point de passage. Les lièvres utilisent des routes habituelles à travers la neige, produisant des sentiers tassés visibles pour le lynx à distance et qui concentrent la probabilité de rencontre en des points spécifiques du territoire. Le lynx qui a appris les routes habituelles des lièvres dans son territoire peut se positionner au point de plus grand trafic et attendre avec une patience que les chercheurs qui ont suivi des individus marqués par GPS décrivent comme inhabituelle, même pour les félins, qui sont généralement les carnivores les plus patients de l'hémisphère nord. Le saut final du lynx sur le lièvre couvre jusqu'à 5 mètres en une seule extension des pattes arrière, avec une vitesse d'accélération sur cette distance que les analyses vidéo à haute vitesse ont estimée aux valeurs les plus élevées enregistrées chez tout félin de sa taille. La morsure vise la base du crâne, produisant une mort qui, dans les cas réussis, dure moins d'une seconde. Dans l'océan qui entoure l'Alaska, la même dynamique extrême qui produit le cycle du lynx et du lièvre sur Terre produit des rassemblements de prédateurs marins sans équivalent dans aucun autre océan de l'hémisphère nord. Les orques de l'Alaska existent en 2 formes comportementalement distinctes qui partagent les mêmes eaux sans interagir régulièrement entre elles. Les orques résidentes, spécialisées dans les poissons, surtout les saumons du Pacifique, vivent en groupes familiaux de 5 à 20 individus avec des territoires relativement définis et un répertoire vocal d'une complexité extraordinaire que les bioacousticiens ont pu étudier en détail dans les populations du nord-ouest du Pacifique depuis plus de 4 décennies. Les orques transientes, qui chassent des mammifères marins, lions de mer, phoques et marsouins, vivent en groupes plus petits et sont significativement plus silencieuses pendant la chasse, probablement parce que les proies mammifères entendent bien et détecteraient les clics d'écholocation des orques si celles-ci les émettaient à leur intensité habituelle. La différence entre ces 2 types n'est pas seulement une question de régime alimentaire, c'est une question de tout. Leurs dialectes vocaux sont complètement distincts, leurs schémas de déplacement sont différents, leur structure sociale est différente, les résidentes vivent en permanence avec leur mère, les transientes se séparent de leur groupe natal avec bien plus de fréquence, et leurs morphologies sont légèrement différentes. Les transientes ont des nageoires dorsales plus pointues et des taches blanches postoculaires de formes différentes.
La présence des orques transientes dans les eaux de l'Alaska produit sur les otarides stellaires, les pinnipèdes les plus grands du Pacifique Nord, le même effet que la présence des loups produit sur les élans de l'intérieur. Une écologie de la peur qui modifie le comportement des proies indépendamment de la présence physique ou non du prédateur. Les otaries dans les zones avec des orques transientes actives évitent certaines zones côtières où elles ont historiquement subi des attaques, se regroupent davantage quand elles sont dans l'eau et passent plus de temps à terre même si cela réduit leur efficacité de pêche. Ces modifications de comportement ont des conséquences écologiques qui se propagent vers le bas dans la chaîne trophique. Des otaries qui pêchent moins dans certaines zones signifie plus de poissons dans ces zones, ce qui signifie plus de compétition pour les ressources entre ces poissons, ce qui signifie des changements dans la structure de la communauté de poissons dans les systèmes côtiers où les otaries opèrent habituellement. Quand les baleines à bosse arrivent dans les eaux du sud de l'Alaska, depuis leur zone de reproduction tropicale, généralement entre avril et octobre, elles trouvent les bancs de harengs et de krill que les courants du Pacifique Nord concentrent dans les baies protégées du golfe de l'Alaska. Une baleine à bosse adulte de 30 tonnes peut consommer entre 1 et 2 tonnes de harengs par jour grâce à la technique des filets de bulles, qui est peut-être la forme d'alimentation coopérative la plus complexe documentée chez les baleines. Un groupe de 2 à 20 individus coordonne ses plongées pour produire une spirale ascendante de bulles qui encercle les poissons dans une colonne croissante pendant que les baleines montent à l'intérieur de cette spirale, gueule ouverte. Cette technique présente des variations entre différents groupes de baleines à bosse de l'Alaska, certains groupes utilisant des spirales de plus grand diamètre pour des bancs plus diffus et d'autres utilisant des spirales serrées pour des concentrations de plus grande densité. Les variations se transmettent au sein des groupes par apprentissage social. Les petits qui accompagnent leur mère pendant plusieurs étés consécutifs apprennent les variantes spécifiques du groupe familial. Dans les mêmes eaux du golfe de l'Alaska, les requins taupes du Pacifique, Lamna ditropis, chassent sous les concentrations de saumon en migration. Ce sont des requins endothermes, avec le même réseau de vaisseaux sanguins à contre-courant que le grand requin blanc, ce qui leur permet de maintenir leur température corporelle plusieurs degrés au-dessus de l'eau froide du Pacifique Nord et de rester actifs à des températures qui paralyseraient la plupart des poissons. Contrairement à la plupart des requins, le requin taupe du Pacifique migre vers le nord en été pour se nourrir dans les eaux productives de l'Alaska et revient à des latitudes plus chaudes en hiver. Sa capacité à chasser à des températures aussi basses en fait le prédateur de poissons le plus efficace des eaux froides du Pacifique Nord, capable de poursuivre des saumons à des vitesses de sprint qu'aucun autre requin de ces latitudes ne peut égaler. Sur les crêtes rocheuses des chaînes de montagnes de l'intérieur et du sud de l'Alaska, où la pente est trop prononcée pour que la neige s'accumule en profondeur et où les vents balaient continuellement la roche en laissant exposer la végétation arctique basse, même au cœur de l'hiver, le mouflon de dalle, le seul mouton sauvage entièrement blanc du monde, a transformé la verticalité extrême en sa principale défense. Les 200 000 individus de cette espèce en Alaska passent la majeure partie de leur vie dans un terrain où la pente dépasse 45 degrés. Leurs sabots ont une structure que les ongulés de plaine n'ont pas. La bordure externe est dure et agit comme la lame d'un crampon, se plantant dans la roche. Le centre est souple et actif, distribuant le poids et s'adaptant aux irrégularités de la surface. Cette anatomie leur permet de se déplacer à des vitesses qui paraissent impossibles dans un terrain qu'un être humain, avec du matériel d'escalade, mettrait des heures à parcourir. Le prédateur qui exerce la plus forte pression sur ces moutons en Alaska est le loup, mais seulement dans les mois où la neige recouvre la roche de manière uniforme, réduisant l'avantage topographique de l'animal. Quand la roche est sèche et le terrain entièrement vertical, aucun loup ne peut les suivre. Les attaques documentées sur cette espèce se produisent presque exclusivement en terrain de transition, où la pente se réduit suffisamment pour que le loup puisse opérer, ou dans les fonds des vallées, où les moutons descendent au printemps, quand la nouvelle végétation les attire hors de leur zone de sécurité verticale. Sur la glace et dans l'eau, les pigargues à tête blanche de l'Alaska sont chaque automne les protagonistes d'une concentration sans équivalent en aucun autre point de la planète où cette espèce existe.
Quand le saumon rose et le saumon koho terminent leur montaison et meurent après la fraie, leurs cadavres couvrent les fonds des rivières et les berges avec une densité qui transforme certaines rives de l'intérieur de l'Alaska en ce que les ornithologues, qui l'observent pour la première fois, décrivent comme quelque chose de difficile à croire. La chaleur résiduelle des sources souterraines maintient certaines sections de la rivière ouvertes quand le reste est gelé, et dans ces sections ouvertes, les cadavres de saumon flottent et s'accumulent dans les remous. Les pigargues à tête blanche le savent. Plus de 3000 individus, parfois plus de 4000, peuvent se concentrer le long de quelques kilomètres de berges des rivières du sud-ouest de l'Alaska pendant les semaines où les cadavres de saumon sont disponibles. Un individu peut consommer plus de 2 kg de poisson par jour pendant ces semaines, accumulant des réserves de graisse qui l'aideront à survivre l'hiver quand les rivières seront complètement gelées et les ressources alimentaires rares. L'interaction sociale entre aigles dans ces concentrations révèle une complexité de comportement qui contraste avec l'image solitaire habituellement associée aux grands rapaces. Il existe des hiérarchies d'accès aux meilleurs points d'alimentation, basées sur une combinaison de taille, d'expérience et de familiarité avec d'autres individus. Les femelles, significativement plus grandes que les mâles, déplacent généralement les mâles des meilleurs points d'alimentation. Les adultes avec le plumage noir et blanc, caractéristique de la maturité, déplacent généralement les immatures au plumage brun. Et les individus ayant passé plusieurs saisons sur la même rivière ont un avantage sur les nouveaux venus parce qu'ils connaissent la distribution des meilleurs points de pêche et les schémas de déplacement des autres individus du groupe. Le spermophile arctique, Urocitellus parii, est le seul mammifère de la planète à atteindre une hibernation véritablement profonde, dans laquelle la température corporelle tombe en dessous du point de congélation de l'eau. Sa température pendant les mois d'hibernation peut descendre jusqu'à -2 ou -3 degrés Celsius, des valeurs qui chez tout autre mammifère provoqueraient la formation de cristaux de glace à l'intérieur des cellules et une mort cellulaire massive. Le spermophile arctique les survit grâce à un processus que la biologie appelle surfusion. En l'absence des noyaux de cristallisation qui permettraient à la glace de se former, l'eau dans ses tissus reste liquide à des températures inférieures à 0, dans un état métastable que la sélection naturelle a perfectionné pendant des millions d'années. Chaque automne, les spermophiles arctiques accumulent des réserves de graisse équivalent à 40 ou 50% de leur masse corporelle avant l'hibernation. Ils construisent des nids souterrains sous le pergélisol, où la température reste stable, même si elle est en dessous de 0. Et ils disparaissent pendant 7 ou 8 mois, leur cœur battant à 1 à 3 battements par minute, leur température corporelle au seuil de ce qui peut biologiquement être défini comme la vie, pendant que par-dessus l'hiver de l'Alaska accomplit son cycle. Le pergélisol, qui agit comme isolant pour les spermophiles arctiques, couvre plus de 85% du territoire de l'Alaska. C'est une couche de sol qui est restée gelée de manière continue depuis des centaines ou des milliers d'années, dans certains points du nord de l'Alaska, depuis plus de 100 000 ans. Le pergélisol n'est pas seulement de la roche gelée, il contient d'énormes quantités de matière organique, des restes de plantes, d'animaux et d'insectes qui se sont accumulés pendant des milliers d'années sans se décomposer, parce que la température du sol a maintenu les bactéries responsables de cette décomposition inactive. Cela a une conséquence climatique que les scientifiques qui étudient le pergélisol décrivent comme l'un des systèmes de rétroaction les plus préoccupants du réchauffement climatique. Quand le pergélisol dégèle, ce qui est exactement ce qui se passe en Alaska à une vitesse sans précédent dans le registre historique, la matière organique qu'il contenait commence à se décomposer. Cette décomposition libère du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère. Le méthane a un effet de réchauffement environ 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur l'horizon de 20 ans. Et le réchauffement supplémentaire que ce méthane produit accélère le dégel du pergélisol, qui libère plus de méthane, qui produit plus de réchauffement. Le cercle s'auto-alimente. L'Alaska se réchauffe environ 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Ce que cela signifie pour les écosystèmes que nous avons décrits dans ce récit ne peut pas encore être dit avec précision, parce que les effets en cascade d'une transformation aussi rapide des conditions physiques de base
sont difficiles à modéliser avec la certitude que nécessiterait une prédiction exacte. Ce qui peut être dit, parce que les données le montrent déjà, c'est que cela se produit. Les caribous du nord de l'Alaska ont montré des changements dans leur route migratoire en réponse à la réduction du manteau neigeux saisonnier qui modifie l'accessibilité de la végétation en différents points du territoire. Les saumons arrivent dans les rivières de frai avec des semaines d'avance par rapport au calendrier historique, peut-être en réponse à la température de l'océan, et cette avance peut désynchroniser leur arrivée avec la disponibilité des ours bruns, qui dépendent des réserves de graisse accumulées avec le saumon pour survivre l'hibernation. Les lynx voient le cycle des lièvres d'Amérique perturbé dans certaines régions où la variabilité du manteau neigeux affecte la capacité des lièvres à utiliser leurs pattes adaptées au déplacement sur la neige molle. Les loups de l'intérieur restent abondants, les ours bruns restent abondants, les caribous continuent de migrer. Mais la vitesse des changements dans les conditions physiques qui soutiennent tout cela dépasse la vitesse à laquelle ces systèmes ont jamais changé dans le registre historique. Et les écosystèmes, qui sont des systèmes de relations construits sur des millions d'années de coévolution, n'ont pas une vitesse d'adaptation qui rivalise avec cela. Le loup qui, au début de cette histoire, se déplaçait dans l'obscurité de 3 heures du matin à moins 50 degrés, suit la piste depuis plus d'1 heure. Il a couvert 12 km depuis qu'il a détecté l'odeur pour la première fois. Pendant ce temps, il n'a pas couru. Il a trotté de manière constante, à entre 10 et 12 km par heure, conservant de l'énergie pour le moment qui vient. À 200 mètres devant, entre les épicéas, le jeune élan qui a laissé sa piste s'est arrêté dans une clairière où la neige est moins profonde. Il reste immobile depuis une demi-heure, la tête haute, reniflant l'air qui vient du sud. Le loup vient du nord. Le vent ne changera pas cette nuit. Le loup sait exactement où est l'élan. L'élan ne sait pas encore où est le loup. Cette asymétrie d'information, cette marge de 30 secondes ou de 5 minutes que le loup a sur l'élan avant que la situation ne change de manière irréversible pour l'un des deux, est ce qui se rapproche le plus d'un avantage décisif que la nature distribue dans cet écosystème. En Alaska, moins 50 degrés est la condition de base. Ceux qui survivent sont ceux qui ont résolu ce problème en premier. Et ceux qui ont résolu ce problème en premier sont ceux qui mangent. Le reste, c'est le silence. Et la neige, et la vapeur de la respiration de 2 animaux qui se rapprochent l'un de l'autre dans l'obscurité d'une forêt de l'Alaska en plein hiver, aucun des deux n'ayant l'aube garantie.